Bonjour à tous et toutes, que vous soyez présents dans le cadre exceptionnel des salons du Musée d'archéologie régionale et du vin de Champagne, ou bien en ligne, parce que nous avons des auditeurs en ligne. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et surtout, merci à Laure Ménétrier, à son équipe et à la ville d'Épernay qui sont nos partenaires aujourd'hui. Et je remercie Ludovic qui a assuré la technique. Merci beaucoup. Merci de votre présence à ce cycle de conférences qui est donné par la mission Coteaux Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial. Avec ce cycle gratuit et ouvert à tous, nous voulons mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois, les atouts qui lui ont permis d'être inscrit à l'UNESCO et aussi partager avec vous les enjeux et les actions de la mission. Les conférences en ligne nous permettent de couvrir toute notre zone d'engagement auprès de l'UNESCO, c'est-à-dire l'ensemble de l'AOC. Et nous pouvons ainsi aller à la rencontre des publics qui sont attachés au Champagne et à la Champagne. Nous enregistrons ces conférences pour constituer une collection de vidéos que vous pouvez revisionner à votre rythme sur notre chaîne YouTube. Pour y accéder, selon le thème qui vous intéresse, il suffit pour cela de scanner le QR code qui se trouve en haut de la page. Nous sommes ici au cœur d'une des zones cœur du bien inscrit au patrimoine mondial, l'avenue de Champagne. Cette avenue est jalonnée de bâtiments à vocation industrielle pour la production des vins de Champagne. Les celliers, les quais de chargement et de déchargement sont à dessein situés dans la pente du mont Bernon vers la rivière. Et bien sûr, ils ont été construits au-dessus de ce lieu de stockage qui fait rêver tous les touristes quand on leur annonce des millions de bouteilles et 100 km de caves creusées à même la craie sous l'avenue. Fait singulier qui nous distingue d'autres vignobles, cette intelligence industrielle a été poussée encore plus loin par les fondateurs des maisons. Ils étaient non seulement des vinificateurs innovants sur bien des aspects, à commencer par leur vin, mais aussi d'ambitieux commerçants. D'ailleurs, l'avenue de Champagne s'appelait auparavant la rue du commerce. Ainsi, le château Perrier, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui sert d'écrin au musée d'Épernay, est emblématique des maisons de réception que les fondateurs des maisons de Champagne, tant à Reims qu'à Épernay, ont fait construire pour se montrer. Cette démarche de recherche de prestige était nouvelle et peu commune. Ces fondateurs ont eu le génie et l'instinct de la représentation commerciale et de ce qu'on n'appelait pas encore le marketing et la communication. Et ils ont osé construire qui son château, qui sa belle demeure dans la zone industrielle, ce qui n'était pas l'usage des bourgeois de l'époque et qui ne l'est pas non plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette dimension fonctionnelle additionnelle est venue enrichir notre candidature auprès de l'UNESCO par sa singularité. Qui d'autre que Laure Ménétrier, sa conservatrice et sa directrice, pouvaient mieux nous en parler? Quelques mots sur notre conférencière, châtelaine et maîtresse de maison ce soir. Outre son prestigieux CV qui est long comme le bras, Laure était destinée à nous rejoindre. Grande connaisseuse des vins, elle a troqué les pinots noirs et les chardonnays de sa Bourgogne adorée pour ceux de nos coteaux. Elle met son intelligence au service de notre inscription avec l'expérience de celle qui a contribué à l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial. Le président de notre conseil scientifique, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, s'est d'ailleurs empressé de la recruter au sein du conseil, pas seulement pour son intelligence et ses compétences, mais surtout pour s'assurer qu'elle nous jurerait fidélité à nous, champenois. Blague à part, Laure va nous expliquer en quoi le musée est le lieu d'incarnation de notre valeur universelle exceptionnelle reconnue par l'UNESCO, et aussi en quoi les collections du musée expriment la typicité des savoir-faire autour de notre vin de Champagne, rendant ce lieu incontournable
pour comprendre l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial. Donc Laure, je te cède ma place pour que Laure puisse être en face du micro et que tout le monde puisse l'entendre. Merci Anne. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. C'est une joie de vous présenter cette conférence qui s'inscrit en effet à la fois dans le cycle de conférences du Musée d'Épernay et dans celui des coteaux, maisons et caves de Champagne, donc en présentiel et en ligne. Donc, je voulais remercier la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, son président Pierre-Emmanuel Tétinger, sa vice-présidente Séverine Couvreur, je remercie de sa présence, Amandine Crépin, directrice de la mission et toute son équipe, Francisco Andrade, Caroline Gambard et le président du conseil scientifique, Jean-Luc Barbier. Alors, cette conférence, elle a pour objet, en effet, chère Anne, de démontrer que le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale peut être appréhendé comme un des lieux essentiels d'incarnation, de compréhension et d'interprétation de la Champagne au patrimoine mondial. En effet, grâce à ses collections d'une grande richesse et grâce à sa programmation culturelle, le musée d'Épernay se positionne comme l'un des partenaires principaux de la mission en termes de mise en valeur et de partage de la valeur universelle exceptionnelle, notion fondamentale du patrimoine mondial sur laquelle je vais revenir dans ma première partie. Par ailleurs, ce musée est hébergé dans le Château Perrier, sur l'avenue de Champagne, à Épernay, un monument très représentatif de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne, comme a commencé à l'expliciter Anne. Donc, vous l'aurez compris, parler de ce musée, c'est en réalité le considérer sous deux aspects qui pourraient d'ailleurs tout à fait être dissociés. Je vais vous parler d'un lieu, d'un objet patrimonial qui est le Château Perrier, mais qui pourrait ne pas héberger le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Et je vous parlerai dans un second temps de l'équipement patrimonial, culturel, touristique, qu'est ce musée, mais qui pourrait être hébergé ailleurs, ce qui a été le cas et ce qui a failli d'ailleurs être à nouveau le cas lors des réflexions pour rénover ce lieu et trouver un lieu pour héberger les collections. Or ici, il y a une forte résonance entre le contenant et le contenu, ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes et qui justifie d'une part la pertinence du sujet de cette conférence et d'autre part le déroulé de cette communication. Donc une première partie sur l'avenue de Champagne et le Château Perrier à Épernay au cœur de cette valeur universelle exceptionnelle. Et ensuite une deuxième partie plus développée sur le musée comme lieu de connaissance et de valorisation de la Champagne au patrimoine mondial à travers ses collections, à travers son parcours de visite et à travers sa programmation culturelle. Et je finirai avec une conclusion ouverte pour essayer de voir comment font les autres paysages culturels inscrits à l'UNESCO en termes de médiation. On ira assez vite, mais voilà, peut être intéressant de voir comment font d'autres sites inscrits à l'UNESCO. Donc, au cœur de cette valeur universelle exceptionnelle, l'avenue de Champagne et le Château Perrier. Petite révision tout d'abord. Que faut-il faire pour être inscrit à l'UNESCO? Alors, d'abord, il faut être patient. Cher Jean-Luc, patient, humble, uni. Il faut ensuite satisfaire à au moins un des 10 critères de sélection définis dans les orientations pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Je reviendrai sur ces critères de sélection dans ma deuxième partie. Il faut être en capacité de garantir la bonne gestion du territoire destiné à être inscrit, gestion durable, gestion partagée, et il faut démontrer que le bien destiné à être inscrit possède une valeur universelle exceptionnelle, une VUE, une vue. Il y a dans le jargon UNESCO vraiment un terme qu'on emploie très, très fréquemment. Ça veut dire quoi? Universel. Ça veut dire que ce qu'on va inscrire, ce bien et sa valeur, peuvent être partagés par les 194 pays signataires de la Convention. Exceptionnel, ça veut dire qu'on est, avec ce bien, on est sur l'exemple le plus abouti d'une interaction entre un territoire et une activité humaine, d'un type de paysage, d'un type de réalisation architecturale. Bref, être inscrit, cela veut dire être reconnu pour une importance patrimoniale telle que cela justifie d'être protégé, d'être préservé, d'être mis en valeur par la communauté internationale représentée par l'UNESCO. Et concernant les coteaux, maisons et caves de Champagne,
Cette valeur universelle exceptionnelle a été reconnue le jour de l'inscription, le 4 juillet 2015, et on peut la résumer ainsi. Les coteaux, maisons et caves de Champagne sont les espaces de la naissance, de la production et de la diffusion commerciale mondiale d'un vin devenu le modèle des vins effervescents et une référence universelle de la célébration. C'est un bien qui appartient à la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants, un paysage vertical, les coteaux viticoles, les maisons avec leurs sites de production, les vignerons, les villages, et en souterrain, les caves. Un bien qui se compose de 3 ensembles distincts, les vignobles historiques d'Auvillers, à Ailly et Mareuil-sur-Ailly, la colline Saint-Nicaise à Reims et l'avenue de Champagne, le Fort Chabrol à Épernay. Et justement, ce musée, hébergé au Château Perrier, se situe sur l'avenue de Champagne, qui est donc un site cœur des coteaux, maisons et caves de Champagne. Alors pourquoi cette avenue est-elle un site cœur? Pourquoi est-ce un ensemble représentatif? Eh bien, comme l'a précisé Anne, en effet, cette avenue de Champagne, elle réunit à la fois une architecture ostentatoire, une architecture de prestige qui correspond aux demeures des négociants en Champagne. Elle réunit un urbanisme fonctionnel, celui des installations vitivinicoles, et bien sûr ce patrimoine souterrain d'environ 100 km. Dans le dossier de candidature, l'avenue de Champagne est décrite ainsi. C'est un exemple marquant de création ex nihilo d'un cadre de production qui correspond à 2 éléments constitutifs, aérien et souterrain. Son histoire raconte celle de la naissance, de l'essor et de l'actualité des maisons, tant pour le développement des outils de production et des infrastructures de commercialisation que des immeubles de représentation. Vous connaissez l'histoire de cette avenue, c'est une voie séculaire de transport de marchandises vers l'Est depuis très longtemps. Et c'est sur cette avenue qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, les négociants en vin vont s'installer. Ils vont y installer leur site de production, leurs hôtels particuliers et y faire creuser et aménager les caves que nous connaissons encore aujourd'hui. Le château est donc situé dans cette zone d'inscription, dans ce site cœur. Voici quelques extraits du dossier de candidature. L'idée n'est pas de déchiffrer ces extraits du dossier de candidature, mais c'est pour vous montrer la présence d'une part de l'avenue, puis du Château Perrier dans ce dossier de candidature des coteaux, maisons et caves de Champagne. Donc c'est ce qui m'amène à vous parler du Château Perrier, lieu d'incarnation de la VUE. Pourquoi? Tout simplement parce que ce lieu réunit ces éléments constitutifs que je viens de décrire, avec une partie aérienne et une partie souterraine. Il y a le château tout d'abord, une architecture très théâtrale, très ostentatoire, qui est une très bonne illustration de ce qu'est l'architecture sous le Second Empire. C'est une architecture syncrétique, une architecture de référence, où on va chercher des références dans les styles des siècles passés. Donc au Château Perrier, vous avez à la fois la référence à la Renaissance italienne et française en façade, avec un parti pris décoratif très marqué, une référence au style Louis XIII, briques et pierre, les hautes toitures en ardoise, une référence aussi dans ce grand salon dans lequel nous nous trouvons actuellement au décor à la Versaillaise, avec ses lambris compartimentés et dorés. Bref, c'est un style qu'on appelle l'éclectisme. Donc architecture ostentatoire. Voici donc dans le très bel ouvrage consacré aux coteaux, maisons et caves de Champagne, les photos qui illustrent justement l'éclectisme incarné par le Château Perrier. Donc cette architecture, ce château, le grand caveau bien sûr, ce patrimoine souterrain pour le Château Perrier, un caveau construit en craie, en pierre meulière et briques sous le château et qui est relié à un réseau de caves passant sous l'avenue de Champagne et qui rejoint ainsi les sites de production de la maison Perrier-Jouët. On retrouve cette recherche de rationalité des négociants en Champagne. Mais avant tout, le Château Perrier, c'est l'exemple emblématique d'une réussite, d'une success story, d'un homme, celui que vous avez sous les yeux, Charles Perrier. Alors j'aurais pu parler de beaucoup d'autres grandes réussites, d'autres figures du négoce en Champagne. Je vais vous dire quelques mots sur ce monsieur, puisque c'est à lui qu'on doit ce château. Il est issu d'une famille de commerçants d'Ailly et d'Épernay, commerçants en vin notamment, mais pas que au départ.
Et ses ancêtres vont peu à peu se spécialiser dans la commercialisation du champagne, notamment son père, qui va créer la maison Perrier-Jouët en 1811, avenue de Champagne. Charles Perrier reprend la tête de la maison Perrier-Jouët en 1848. Il sera directeur de la maison jusqu'à son décès en 1878. Et il va énormément développer le commerce de cette maison. Il va beaucoup exporter en Angleterre. C'est un grand entrepreneur qui mène par ailleurs une carrière politique. Il est député-maire d'Épernay. C'est un grand érudit, un mélomane averti. Il est passionné de botanique et d'horticulture, ce dont témoignaient les serres qui étaient aménagées autrefois dans le parc du château. Il rédige des traités scientifiques, notamment un traité de lutte contre l'oïdium. Comme vous savez, l'oïdium et le mildiou étaient les grands fléaux du vignoble au milieu du XIXe siècle, quelques années avant un autre fléau que sera le phylloxéra et quelques décennies avant ce que connaissent beaucoup de régions aujourd'hui avec la flavescence dorée. Donc ce dynamisme, cet esprit d'entrepreneuriat, cette position sociale lui permettent d'édifier le château Perrier, un hôtel particulier entre cour et jardin, et symbole incontesté de la réussite et de l'expansion de cette boisson au XIXe siècle. Quelques photos de ce château, le caveau dont je vous parlais, plus de 700 mètres carrés de patrimoine souterrain sous le château, l'escalier d'honneur, les salons de réception, c'était les salons de réception de Charles Perrier, ce sont devenus ceux du musée, et le château côté parc, avec cette très belle photo. Et donc, château, bien sûr, qui a fait l'objet d'une remarquable rénovation entre 2018 et 2020, ce qui a permis de rouvrir le musée d'Épernay en mai 2021, ce dont je vais vous parler maintenant, après vous avoir parlé du contenant, qui incarne donc très, très bien la valeur universelle exceptionnelle des coteaux, maisons et caves de Champagne. Je vais maintenant vous parler du contenu, le musée, comme lieu de connaissance, de valorisation de la Champagne au patrimoine mondial. Lorsqu'un bien est inscrit, un plan de gestion est mis en place pour garantir sa sauvegarde et sa mise en valeur, et pour faire vivre les valeurs du patrimoine mondial grâce à une gouvernance participative et citoyenne. Ce plan de gestion, il est composé de différents axes qui vont concerner l'embellissement du territoire, l'aménagement du territoire. On va notamment être très vigilant sur l'impact éventuel de certaines constructions, de certaines installations. Je pense notamment à ce qui concerne les énergies renouvelables, donc l'impact éventuel en termes paysagers, en termes environnementaux. Un plan de gestion, c'est aussi tout ce qui va concerner le développement durable, l'accueil des touristes, des visiteurs. Et également, dans le plan de gestion, des coteaux et maisons et caves de Champagne, c'est ce que vous avez sous les yeux. Vous ne pouvez pas le lire, donc je vais vous l'expliquer. Il y avait défini dans ce plan de gestion 2 orientations que je vais vous lire maintenant. Une orientation qui indiquait que dans le cadre du plan de gestion, il était très important d'améliorer la connaissance historique et patrimoniale du site, et donc notamment en développant des programmes de recherche et d'inventaire, et en enrichissant et en développant les contenus d'interprétation existants. Ça, c'était un premier axe sur la connaissance de l'histoire et du patrimoine du bien inscrit. Et l'autre axe, on pouvait lire « Développer et partager un projet touristique et culturel en constituant une identité plus lisible et intégrée à un projet touristique global et en s'inscrivant dans un développement touristique durable ». Ça, c'était ce qui était mentionné dans le plan de gestion des coteaux, maisons et caves de Champagne, plan de gestion qui est en cours d'évaluation et de révision. Et donc, à la lecture, à la lumière de ces orientations que je viens de vous lire, vous pouvez comprendre que le musée peut avoir un rôle à jouer sur toutes ces questions de connaissance, de valorisation et de médiation. Et c'est ce que je vais vous démontrer en faisant le lien avec les critères de sélection qui ont été ceux pour inscrire les coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au préalable, je vous montre une des fiches du plan de gestion qui concernait donc, le projet scientifique et culturel du château Perrier, pour vous montrer que ce château, ce musée avait toute leur place dans le plan de gestion dès le début des années 2010, avec notamment un organigramme qui me laisse songeuse. Alors, les critères de l'inscription.
En effet, pour être inscrit à l'UNESCO, il faut satisfaire à au moins un des 10 critères de sélection définis dans la Convention du patrimoine mondial. Alors, c'est quoi justement les critères qui ont été reconnus pour la Champagne? Il va falloir les retenir parce que l'idée, c'est que vous fassiez le lien entre ces critères et les collections, le parcours de visite et notre programmation culturelle. Et normalement, si ça fonctionne bien, ma démonstration, vous devriez assez aisément pouvoir faire le lien et voir comment ces collections, notamment, sont en parfaite résonance avec ces critères. La Champagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un exemple abouti d'une réussite tant agro-industrielle que commerciale et qu'en tant que pratique sociale et culturelle, avec 3 critères. Un savoir-faire qui s'est perfectionné et transmis au fil des générations. La constitution d'un patrimoine industriel unique et le prestige et la notoriété du vin de Champagne. Le savoir-faire qui se perfectionne, le patrimoine industriel et bien sûr tout ce qui concerne le prestige, le vin de célébration, quel Champagne. Eh bien, nous retrouvons ça, très bien incarné, très bien matérialisé au sein du musée, tant dans son parcours de visite que dans ses collections. Donc, je vais commencer avec les collections. Je ne vous parlerai pas de l'histoire du musée du vin de Champagne aujourd'hui, juste vous dire quand même que c'est un musée pionnier dans la patrimonialisation de la vigne et du vin, de ses savoir-faire, de ses techniques. C'est un des premiers musées du vin en France. Il ouvre en 1934 et donc il est un des premiers à patrimonialiser, à porter un regard, une approche culturelle et patrimoniale à tous ces savoir-faire, à toutes ces techniques vitivinicoles. Il était au départ installé dans un autre bâtiment, dans le centre de la ville d'Épernay, et donc il rejoint la bibliothèque et le musée d'archéologie au Château-Perrier, et inauguré en 1956. Il avait notamment à cette époque-là été pensé par un des grands noms de la muséographie, Georges-Henri Rivière, dont je reparlerai un jour, que vous voyez ici avec Joséphine Baker. Donc, ces collections, de quoi sont-elles constituées? Je vais essayer de trouver quelques exemples pour vous montrer la diversité des collections et vous trouvez évidemment des exemples qui incarnent bien ces 3 critères d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pressoir monumental se trouve dans le pavillon d'accueil du musée. C'est un pressoir de très grande dimension, plus de 7 mètres de haut, qui est daté du XVIIIe siècle, qui est composé de plusieurs essences de bois, qui provient d'Orbey-l'Abbaye, donc à une vingtaine de kilomètres d'Épernay, qui a été acheté par la ville d'Épernay pour le musée lorsque le musée a été rapatrié au Château-Perrier. Et donc ce pressoir a été remonté pour l'inauguration en 1956 et il se trouve toujours dans ce même lieu, ce pavillon d'accueil du musée. La spécificité de ce pressoir, c'est sa grande roue à écureuil que vous apercevez sur cette photo. Il y a très peu d'exemples de ce type de pressoir, très peu. J'en connais un autre dans Lyon, en Bourgogne, mais c'est vraiment très rare. C'est donc cette roue à écureuil, c'est elle qui permet d'actionner les roues horizontales, les roues de presse. Et donc cette roue à écureuil, comment l'actionnait-on? Donc elle est à double jante, et donc il faut imaginer qu'il y avait des traverses autrefois qui n'existent plus. On pouvait monter à l'intérieur sur ces traverses et donc actionner la roue, comme le fait un écureuil dans une roue, qui donc permettait de mettre en mouvement les roues horizontales, qui faisaient descendre des planches de bois qu'on appelle des madriers et qui venaient donc pressurer le raisin installé sur la mètre. Donc, je dirais, un des objets emblématiques des collections du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Un chapiteau qui provient de l'abbaye d'Auvillers, donc qui est daté de l'époque médiévale. Il est fragmentaire malheureusement, il représente une scène de foulage de raisin. On n'a que la partie inférieure de cette scène. C'est très intéressant parce que ça nous permet bien sûr de parler de l'abbaye parmi d'autres, mais ce n'est pas n'importe laquelle, l'abbaye d'Auvillers. Ça nous permet de rappeler qu'il y avait un scriptorium à l'époque carolingienne avec des très beaux manuscrits enluminés qui ont été réalisés dans cette abbaye. Et bien sûr, ça permet de parler notamment d'un moine bénédictin qui répondait au doux prénom de Pierre et au nom Pérignon. Et ça nous permet de faire la part des choses entre le vrai et le faux sur l'intervention de ce moine bénédictin dans l'histoire du Champagne et de sa genèse. À côté, une tireuse rotative à 12 siphons
donc une machine pour mettre les vins en bouteille, en acier et en fer. Elle est datée du début du XXe siècle. Donc là, ça nous permet de faire le lien avec ce critère qui est de savoir-faire perfectionné au cours du temps. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans notre parcours. Beaucoup de machines qui permettent de voir qu'on est vraiment dans une région d'innovation et de perfectionnement tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Vin de la célébration, avec ses flûtes de champagne en cristal que l'on doit à Lalique, mais pas à René, et son fils, Marc. Ce sont des flûtes qui sont entrées dans nos collections tout récemment. On les a achetées en vente publique. Et elles sont intéressantes puisque si vous regardez sur le bouton de chacune de ces flûtes, vous verrez un visage moulé. C'est un visage qui nous rappelle un personnage très célèbre en Champagne puisque c'est l'ange au sourire de la cathédrale de Reims. Autre dimension très importante pour la Champagne, avec cette vitrine consacrée à la Saint-Vincent, où nous présentons notamment le bâton de procession de la confrérie de Saint-Vincent d'Épernay, donc pour nous rappeler l'importance de cette fête de la Saint-Vincent en Champagne, le 22 janvier de chaque année, héritage bien sûr des confréries médiévales et des sociétés de secours mutuels, sociétés d'entraide vigneronne. Ce tableau qui a fait couler, non pas beaucoup de champagne, mais beaucoup d'encre, ce tableau, il a été baptisé, mais sur le tard, le buveur de champagne. Il est attribué à Alexis Grimoux. C'est un dépôt du musée du Louvre. Il est daté de la première moitié du XVIIIe siècle. Et donc, vous voyez dans cette composition un homme en buste qui porte un vêtement d'intérieur, un bonnet, et qui maintient de sa main gauche un bouchon, bouteille ventrue. Et donc, on peut imaginer là, le fait de maintenir le bouchon ainsi, et on voit également qu'il y a un ficelage sur le bouchon de cette bouteille. On peut imaginer que c'est une bouteille de champagne. Alors, il y a plein d'interrogations sur ce tableau, notamment le fait qu'il est attribué à Alexis Grimoux, qui est un grand peintre de la première moitié du XVIIIe siècle, mais Alexis Grimoux est mort en 1733, ce qui signifierait que ce tableau a été réalisé avant. Et donc, par là même, on aurait la première représentation de dégustation, de consommation de champagne. Voilà. Alors, est-ce que c'est un tableau de Grimoux ou d'un de ses élèves? Il y a beaucoup de questions. Le tableau n'est pas signé. C'est un tableau MNR, Musées Nationaux Récupération. Donc, en fait, c'est un tableau qui a été récupéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, qui a été confié au musée français dans l'attente éventuelle de retrouver les propriétaires. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur ce tableau. C'est très proche de la production de Grimoux. En tout cas, c'est un tableau qui permet de parler de la place que prend progressivement le champagne dans les cours aristocratiques et dans les milieux, dans l'élite au XVIIIe siècle. Et puis pour les collections, alors là, c'est moi qui ai fait les photos. C'est des œuvres qui ne sont pas présentées dans le parcours. J'ai photographié dans nos réserves. Mais je voulais évidemment parler de la dimension festive et créative liée au champagne, avec cette sélection d'affiches et un cendrier publicitaire Perrier-Jouët. Donc, on est là fin 19e et jusqu'aux années 1960. On voit très bien que là, le champagne est peu à peu associé à la fête, à la célébration, à la sensualité, à l'élégance, à la femme. Avec ces très belles affiches, Tétinger, Ayala, Maxime et Perrier-Jouët. Vous ne le voyez peut-être pas là, mais c'est avec l'illustrateur Penet qui a réalisé de charmantes scènes poétiques et romantiques autour du champagne. Donc, des collections d'une très grande diversité. Parlons maintenant du parcours de visite. Je vais aller vite, mais ce que je veux que vous compreniez là, c'est comment on fait pour construire un récit, un propos dédié à l'histoire du vin de Champagne et comment on le traduit d'un point de vue muséographique, spatial, scénographique, à partir de collections et à partir de dispositifs de médiation. C'était un peu la gageure, le défi de ce musée, et notamment de la section Champagne. Et le choix de ce musée, ça a été de partir sur un parcours muséographique qui, bien sûr, met au cœur de son discours l'objet,
c'est évident, on est un musée de France, mais qui va le contextualiser, qui va le mettre en situation, le mettre en perspective, et qui va beaucoup insister sur l'évolution des techniques, le perfectionnement, l'innovation, puisque ça, c'est des notions qui sont très, très importantes dans l'histoire de la Champagne viticole. D'où la présence de beaucoup d'objets, de machines qui montrent cette innovation au fil du temps. Et puis une muséographie interactive, ludique, qui fait appel à tous les sens, puisque au musée d'Épernay, on peut toucher, pas les objets des collections, mais on peut toucher des maquettes, on peut toucher des facsimilés, on peut sentir, on peut manipuler, on peut écouter, on peut jouer, on peut voir. Donc, beaucoup de vecteurs d'interaction et de médiation. Je vous en montre quelques exemples. On est là dans la salle des vendanges et du pressurage. Et donc, vous voyez qu'on a associé des objets de nos collections. Alors, c'est essentiellement ce que vous voyez sur cette photo. Il faut imaginer que de l'autre côté de cette salle, il y a 2 écrans de projection. Et il y a également un jeu sur les cépages de l'appellation Champagne. Donc, vous voyez là qu'on associe à la fois des paniers mannequins, des maquettes de pressoirs du 19e siècle qui font partie de nos collections, mais également une maquette d'un pressoir contemporain que vous apercevez dans le fond de cette salle. Tous ces éléments réunis permettent d'expliquer ce que sont les principes des vendanges et du pressurage dans le cahier des charges de l'appellation Champagne aujourd'hui et de rappeler comment tout cela s'est mis en place au cours du temps. Voilà, donc les vendanges manuelles, le pressurage lent, progressif, fractionné. Tout cela est expliqué au moyen de ces collections et de ces dispositifs. D'autres exemples sur lesquels je passe relativement vite. Le foudre Pommery, bien sûr, mais on parle également du foudre Mercier dans notre parcours. Donc une maquette de ce foudre Pommery, l'original étant présenté chez Franken Pommery à Reims. Une maquette du Fort Chabrol, bien sûr, pour rappeler à quel point cette crise phylloxérique a été une rupture fondamentale pour les vignobles et notamment pour la Champagne. Donc, cette école de viticulture de la maison Mouette et Chandon, qui était donc à la fois une station de greffage, un laboratoire œnologique et qui a permis d'accompagner la Champagne, d'accompagner les vignerons qui ont dû réapprendre leur métier, apprendre à greffer après avoir arraché leur vignoble. Donc, maquette du Fort Chabrol, et en dessous, évidemment, pour évoquer la colline Saint-Nicaise à Reims, qui est un autre site-cœur des coteaux maisons et caves de Champagne, une crayère, donc là, c'est celle de Ruinart, pour rappeler comment ces entrepreneurs, ces négociants ont compris l'intérêt qu'ils avaient à exploiter ces anciennes carrières de craie à Reims. Voilà également une table des arômes pour sentir l'évolution des arômes des 3 cépages principaux de l'appellation, des vidéos, par exemple des chefs de cave qui nous expliquent le rôle de l'assemblage en Champagne, des extraits de films, etc. Bref, une palette très large d'outils et de dispositifs d'aide à la compréhension des collections exposées et de la valeur universelle exceptionnelle de la Champagne. Enfin, je voulais mettre en lumière la programmation du musée, puisqu'on est un établissement culturel, un établissement scientifique et touristique, et que un de nos champs de recherche est l'histoire du vin de Champagne, le musée, à ce double titre, accompagne la mission dans la conception et dans la réalisation de ces engagements d'animation du territoire et d'interprétation. Alors, comment fait-il cela? Comment le musée fait-il cela? Il le fait en étant à la fois un lieu de conservation, un lieu de restitution et de valorisation, et un lieu d'animation. Voilà, avec ici donc quelques extraits du dossier de candidature dans les pages qui parlaient justement de cette valorisation culturelle. Donc, on est d'abord au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, un lieu qui conserve et qui recherche. Alors, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, quand je parle d'un musée qui conserve et qui gère et qui transmet des collections, c'est que là, je parle d'un patrimoine matériel, je parle de témoins matériels qui sont la mémoire de cette région, qui sont la mémoire de cette histoire collective, au même titre que les loges de vignes, au même titre que les paysages viticoles, au même titre que les caves. Et c'est une mission qui est reconnue par la loi. Nous sommes musée de France, c'est une appellation qui est définie dans le Code du patrimoine. Donc, voilà, au même titre que le fait les coteaux, maisons et caves de Champagne
pour ce territoire inscrit, le musée le fait au titre de ses collections conserver, gérer, transmettre. Et ces collections, on les restaure. Il y a eu une très grande campagne de restauration à l'occasion de la rénovation du musée et on les enrichit. Je vous ai parlé des flûtes laliques, mais on pourrait parler aussi d'autres objets. Là, vous voyez par exemple sur ces photos, dans le fond, une très belle faïence de Sarreguemines Art Nouveau. C'est une faïence qui avait été acquise par ma prédécesseur, Gaëlle Gauthier, il y a quelques années. Donc, on conserve, on mène un certain nombre de recherches. On a également un centre de documentation avec des fonds documentaires qui documentent l'histoire de la Champagne viticole. Je vais rester là. Et on participe à notre niveau, modeste niveau, à la gestion du bien inscrit, puisque j'ai la chance, comme l'a rappelé Anne, de faire partie du conseil scientifique et d'essayer de proposer, de faire un certain nombre de propositions pour étoffer nos connaissances du patrimoine champenois. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de lancer un inventaire, un recensement des pressoirs champenois. Et d'ailleurs, nous n'hésiterons pas à associer un certain nombre d'acteurs que je vois présents dans cette salle aujourd'hui. Un lieu qui conserve, un lieu ensuite qui restitue et qui valorise. Comment le fait-on? Eh bien, par exemple, nos collections, nous les prêtons. Récemment, nous avons prêté le portrait de Raoul Chandon au Musée des Arts du Cognac pour une exposition sur l'histoire du phylloxéra en France. Donc, c'est une autre manière de diffuser l'histoire collective de la Champagne viticole en prêtant nos collections à d'autres lieux patrimoniaux. Non, on va rester juste là. Et puis, bien sûr, nous avons un autre médium qui est le médium principal des musées pour s'exprimer et pour partager nos connaissances, c'est l'exposition. Alors, les expositions, on peut les organiser, les penser, tout comme on peut les accueillir, des expositions clés en main, entre guillemets. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu l'honneur d'être le premier lieu d'étape de l'exposition itinérante des coteaux, maisons et caves de Champagne il y a un an tout juste, en avril 2022. Donc, c'est une des photos que vous voyez affichées actuellement. Et donc, c'est dans le cadre notamment de cette exposition avec les différents modules ludiques et interactifs que le public a pu mieux comprendre ce qu'était la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l'UNESCO. On a également accueilli en 2022 l'exposition de l'Union des maisons de Champagne sur Champagne et cinéma. Et nous sommes actuellement en pleine préparation d'une exposition, alors en lien avec l'histoire du Champagne, mais plutôt dans une dimension artistique et patrimoniale, une exposition sur l'art de vivre autour des collectionneurs en Champagne, en partenariat avec la maison Perrier-Jouët. Une exposition qui aura lieu à l'automne prochain. Restituer, valoriser, c'est également participer à des programmes de recherche et des programmes de restitution. Ainsi, en 2022, nous avons travaillé avec l'Institut Georges Chapaz Villa Bissinger à une collecte de mémoire pour aller chercher des témoignages sur ce qu'a été le premier musée du vin de Champagne au Château Perrier. Voilà, donc des souvenirs qui enrichissent les archives collectives sur la Champagne viticole. Nous avons également un partenariat avec le syndicat des Générales des Vignerons. Et dans ce cadre, depuis quelques semaines, les anciens numéros de la Champagne viticole qui avaient été numérisés sont accessibles au centre de documentation du musée d'Épernay. Et puis voilà, quand on parle de restituer et de valoriser, c'est également participer à des colloques, rédiger un certain nombre d'articles. Donc, par exemple, j'avais rédigé un article pour une revue de professionnels de musée sur le musée d'Épernay en le comparant à celui de Beaune et celui de Cognac, d'autres régions viticoles. Voilà, où j'avais également participé à un colloque de la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin sur le tourisme œnogastronomique en Champagne. Les actes que vous avez sous les yeux sont disponibles en ligne dans Territoire du Vin. Et enfin, ce musée est un lieu d'animation, un lieu qui éduque, qui mène une politique de médiation en faveur du partage avec tous les publics et tous les visiteurs. Donc, pour cela, nous organisons un grand nombre de manifestations et d'événements très variés. Donc, vous avez par exemple sous les yeux quelques photos de tables rondes, de conférences qui donnent la parole à des chercheurs, à des universitaires,
à des acteurs de la gestion et de l'animation de la Champagne, notamment de la filière Champagne. Vous avez par exemple là, des tables rondes avec de grands vignerons champenois et pas que champenois, et également des grandes figures féminines de la Champagne. C'est un événement qui avait eu lieu en octobre dernier. On programme beaucoup d'animations créatives et ludiques tout au long de l'année, en faveur notamment du jeune public. Voilà, vous avez quelques exemples sous les yeux, avec voilà, des rendez-vous conviviaux, des rendez-vous familiaux. Je pense notamment aux grands rendez-vous culturels que vous connaissez tous, comme la Nuit des musées ou les Journées du patrimoine. J'en profite pour faire une petite publicité pour notre prochain événement qui aura lieu dans 2 jours sur les liens entre le bois et les champagnes, donc avec une table ronde et des ateliers de dégustation animés par Philippe Jalmès et la tonnellerie de Champagne. Voilà. Je précise également que dans le cadre de toutes ces actions de transmission et de médiation, il y a un volet éducatif qui est très présent, très important, en faveur du jeune public et surtout du public scolaire. Là, nous nous adressons à tous les niveaux, à tous les établissements scolaires. Et je vais vous donner un exemple. Nous travaillons actuellement avec Avis Viticampus, le lycée d'Avise, on a co-construit un projet culturel et pédagogique que vous pourrez découvrir lors des Journées européennes de l'archéologie en juin prochain autour des boissons fermentées. Donc là, ce n'est pas le champagne, mais il faut savoir que Avis Viticampus a une filière bière, donc c'est ce dont nous parlerons au mois de juin prochain au musée. Et enfin, pour terminer cette partie consacrée au musée comme lieu de compréhension et de valorisation de la Champagne au patrimoine mondial, je voulais rappeler que le musée est un lieu ambassadeur, une porte d'entrée touristique sur le territoire, avec une politique de mise en tourisme forte pour être un acteur clé de cette offre collective proposée sur le territoire. On a notamment dans le pavillon d'accueil du musée un espace dédié à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il peut être partagé avec tous nos visiteurs. Et c'est un lieu qui accueille des événements de célébration, des éléments de prestige. Vous avez notamment sous les yeux une photo du lancement du Club des ambassadeurs des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. C'était il y a 1 an tout juste au musée d'Épernay. Mais je pense également aux très belles rencontres qui ont eu lieu en septembre dernier, qui réunissaient tous les sites français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le musée a également été un des lieux d'accueil de ces rencontres. Voilà, je vous renvoie évidemment au site internet des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. On trouve une mine d'informations. Et puis, bien sûr, je tenais à remercier la mission pour ce très beau prix qui nous a été remis en novembre dernier, le prix de l'embellissement Pierre Cheval. Conclusion ouverte. Alors, tout d'abord, pour vous dire, je pense que vous l'aurez compris, le musée est légitimement un des acteurs principaux du plan de gestion des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, tout principalement pour la production de connaissances, leur diffusion et leur valorisation, et pour la sensibilisation de tous à ce qui a été reconnu le 4 juillet 2015 par l'UNESCO. Je ne m'étends pas plus parce que je pense avoir montré beaucoup d'exemples pour étayer tout cela. Mais je voulais, en fait, dans cette conclusion ouverte, qu'on s'interroge ensemble sur qu'est-ce qu'on fait ailleurs quand on est inscrit à l'UNESCO. Donc, c'est très synthétique et je prie les responsables des sites évoqués de bien vouloir m'excuser, mais je vais présenter les choses de manière très condensée. Je voulais, en fait, qu'on voit un peu comment font les autres paysages culturels inscrits à l'UNESCO. J'ai choisi quelques exemples, surtout français, et qu'on voit si, en fait, il y a des lieux patrimoniaux qui sont dédiés à la valeur universelle exceptionnelle dans ces sites inscrits à l'UNESCO. Donc, j'ai volontairement choisi des exemples qui appartiennent à la même catégorie que les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, donc à savoir des paysages culturels. Vous avez ici la liste des paysages culturels français reconnus par l'UNESCO. Et j'ai choisi 3 exemples qui ne sont pas choisis au hasard. Ce sont 3 biens au sein desquels les actions de médiation sont particulièrement bien traitées et qu'elles sont très qualitatives. Donc, le Val-de-Loire, les climats du vignoble de Bourgogne et le bassin minier. Et je parlerai très rapidement de 2 exemples européens.
Le Val-de-Loire, c'est un paysage culturel inscrit en 2000 à l'UNESCO. Le fil conducteur de ce paysage, c'est évidemment la Loire, avec tout autour des terres cultivées, notamment des vignes, et de très beaux monuments architecturaux, les châteaux de la Loire. Donc là, il n'y a pas de lieu dédié à la présentation de la VUE, du bien inscrit. Il n'y a pas de lieu permanent, pérenne. En revanche, il y a des initiatives très intéressantes qui misent beaucoup sur l'itinérance. Et je voulais vous parler, alors vous irez voir les sites internet pour en savoir plus, parce que c'est à chaque fois très bien présenté sur les sites internet de ces biens inscrits. Et donc, la mission Val-de-Loire a mis en place une initiative qui s'appelle Le goût du fleuve, escale ligérienne. Donc, ce sont des escales participatives et immersives pour mieux, justement, pour mieux partager l'histoire des paysages du Val-de-Loire. Donc, en fait, c'est un dispositif itinérant qui s'installe dans plusieurs communes tout au long de l'été et qui permet de diffuser des contenus variés. Donc, tout ça est basé sur une offre de médiation très ludique et participative. Il y a des mash-ups, il y a des quiz, il y a des projections. Et il y a toute une partie d'exploration scientifique, culturelle, écologique, artistique autour de la biodiversité de la Loire. Donc, c'est très innovant. Je vous invite à aller voir le site internet pour en savoir plus. Les climats du vignoble de Bourgogne inscrits le 4 juillet 2015 comme les coteaux Maison et Cave de Champagne. Donc là, les climats, ce sont des parcelles précisément délimitées, nommées, qui sont situées sur les pentes de la côte de Nuit et de la côte de Beaune, sud de Dijon. Donc un exemple de production vitivinicole développée depuis le haut Moyen-Âge. Et donc là, c'est un des rares paysages culturels à avoir fait le choix d'avoir des lieux d'interprétation dédiés à l'inscription. Notamment avec une maison des climats, vous l'avez sous les yeux, elle a été ouverte dès 2017. C'était une maison des climats située à Beaune, face du musée des Beaux-Arts de Beaune, en prolongement de l'office de tourisme, maison sur laquelle j'ai planché pendant des heures et des heures pour relire les textes de médiation dans mon ancien poste. Et en fait, c'est une maison qui a été pensée pour expérimenter des outils de médiation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la Bourgogne a été inscrite, elle avait déjà en tête l'existence prochaine de très gros équipements œnotouristiques que sont la Cité de la gastronomie et du vin à Dijon et la Cité des vins et des climats à Beaune. Donc, c'est pour ça que l'association qui gère le bien inscrit a fait le choix, dès 2017, d'ouvrir un lieu pour expérimenter et voir quels étaient finalement les vecteurs qui fonctionnaient le mieux avec tant les habitants du territoire que les touristes. Voilà. Donc, Cité de la gastronomie et donc Cité du vin et des climats à Beaune qui ouvrira en juin prochain. Voilà. Et je voulais juste aussi vous dire, concernant les climats du vignoble de Bourgogne, qu'un colloque avait été organisé en 2019 sur justement ces thématiques de comment on montre, comment on interprète la vigne et le vin. Et donc, ça réunissait des acteurs de l'Europe entière. Et les actes du colloque sont disponibles sur le site internet des climats. Dernier exemple, le bassin minier patrimoine mondial, inscrit en 2012. Donc là, c'est un paysage remarquable façonné par 3 siècles d'extraction du charbon, avec des corons, avec des équipements collectifs, des villages de mineurs. Donc, pas de lieu d'interprétation dédié à l'inscription du bassin minier. C'est une volonté affirmée de la part de la mission qui gère ce bien inscrit, qui mise en fait plutôt sur des médiateurs dans les différents sites patrimoniaux et qui mise en fait sur une très grande palette d'outils de partage. Alors là, je vous invite à aller voir le site internet et la chaîne YouTube du bassin minier parce que alors c'est source d'inspiration. Il y a des petits fascicules qui sont disponibles, il y a des vidéos, très grand nombre de vidéos sur la chaîne YouTube, des expos didactiques qui sont disponibles pour tous, qui peuvent être loués. Il y a des résidences d'artistes qui travaillent avec les écoles. Bref, le bassin minier, c'est une valeur sûre en termes de médiation. C'est très inventif, mais voilà, pas de site dédié. Il n'y a pas un site dédié à l'inscription. Voilà, bon, ça vous irez voir ça sur Internet, c'est des extraits du site Internet du bassin minier. Voilà. Au niveau européen, on peut faire le même constat.
Pas de lieu spécifique dédié aux inscriptions UNESCO. Je vous montre là un exemple pour le Piémont. Donc, une inscription qui s'est faite, je n'ai plus mes notes, mais je crois que c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, en 2014. Il y a un musée du vin à Barolo, mais alors pour l'avoir visité, c'est un musée qui se concentre que sur l'appellation Barolo et sur l'histoire en fait des anciens propriétaires du château qui héberge ce musée. Mais voilà, pas de lieu spécifiquement dédié et pas de lien entre le musée et l'inscription UNESCO. Dernier exemple, le Lavaux, magnifique. Là, on a un très beau paysage viticole sous les yeux avec le Lavaux en Suisse, inscrit en 2007. Là, je voulais vous en parler. Donc, il n'y a pas de lieu dédié non plus, mais je voulais vous en parler parce que dès le départ, le Lavaux a basé sa médiation sur 2 principes conducteurs. L'itinérance de la découverte. Pour être allé de nombreuses fois là-bas, c'est vrai que c'est très, très bien fait. L'itinérance de la découverte en faisant un énorme travail de formation des guides certifiés qui offrent tout au long de l'année des visites guidées des coteaux viticoles inscrits à l'UNESCO. Donc ça, c'est le premier principe directeur de la médiation du Lavaux vignoble en terrasse. Et le deuxième, c'est de découvrir de manière responsable, donc de responsabiliser les visiteurs pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. On découvre plutôt à pied ou en vélo, on laisse sa voiture à l'extérieur de la zone inscrite, on ne cueille pas les raisins, on ne laisse pas traîner ses déchets, on marche sur les sentiers dédiés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent sur les territoires en termes de signalétique et de médiation. Voilà, donc quelques exemples. Voilà. Et on pourra peut-être un jour imaginer de partager ces expériences, pourquoi pas en Champagne, au cours d'un colloque ou de journée d'études. C'est une idée que je lance comme ça. Et je finis avec ma dernière photo, qui est une photo personnelle que j'ai prise. Excusez-moi de la qualité de la photo. Elle a été prise le 4 juillet 2015 à Bonn, en Allemagne. Cette photo, la voici. Je voulais finir avec cette photo parce que je trouve qu'elle dit beaucoup d'une inscription à l'UNESCO. Je vous ai dit que pour être inscrit à l'UNESCO, il fallait être solidaire, il fallait être uni, il fallait être fédéré. Et souvent, pour marcher tous ensemble dans une même direction, c'est bien d'avoir une personne qui vous entraîne, qui vous guide, une personne charismatique, une personne déterminée, généreuse, qui permet de créer cette émulation et cette envie collective. Et il se trouve que les 2 régions viticoles inscrites à l'UNESCO, les 2 sites français inscrits à l'UNESCO le 4 juillet 2015, ont eu la chance d'avoir cette personnalité qui a vraiment incarné les 2 candidatures. Donc, ce sont les 2 personnes que vous voyez ici qui encadrent l'ancien ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Donc, sur Robert de Villene, sur la droite ou sur la gauche, je ne sais pas ça dépend dans quel sens on se situe. Robert de Villene, donc pour les climats du vignoble de Bourgogne, que j'ai très très bien connu, donc je peux témoigner en fait du fait qu'il y a cette opiniâtreté et cette générosité. Et bien sûr, pour les coteaux, maisons et caves de Champagne, Pierre Cheval, alors que j'ai malheureusement que très très peu connu, mais tous les témoignages que j'entends ici en Champagne depuis quelques années, je crois pouvoir dire qu'il correspond bien au qualificatif dont j'ai parlé, de charismatique, déterminé et généreux. Et donc, c'est sur cette photo que je voulais finir cette communication. Donc, je vous remercie de votre attention et je voulais remercier donc la mission UNESCO. Je voulais remercier l'équipe du musée, Ludovic Mireux pour la partie technique et également les personnes qui m'ont conseillé pour parler des autres sites inscrits à l'UNESCO, donc Chloé Campo, Bertrand Gauvry, Marie Patou et Bruno Marmi-Roli. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Laure. Je vous invite à préparer des questions. Pour l'instant, je n'ai pas de questions qui aient été posées par nos auditeurs en ligne. Je vais peut-être prendre ta place pour être sûr qu'ils m'entendent. Et si vous avez des questions, commencez à les formuler. Bon, donc, moi, je manipule ici. Voilà.
Il y a des questions dans la salle? Oui, Oui. Jean-Luc? Tu pourras redire la question. Oui. Oui, Jean-Luc. Oui, il y a après, quand même. C'est différent de ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai fait. Des prix, on peut imaginer que cette peinture, elle a été commandée avec nous, il y avait un lien particulier. Donc voilà, le président du conseil scientifique, je résume la question, si je peux me permettre, est interpellé par le portrait du buveur de champagne attribué à Grimoux, en disant il faut mener des recherches. Est-ce bien lui qui a commandité ce tableau? Voilà, donc, mais Jean-Luc, il aime les mystères et il aime résoudre les mystères. Il faut que vous revoyiez la conférence qu'il a donnée il n'y a pas tout à fait un mois sur qui a inventé le champagne et où il se comportait déjà en Sherlock Holmes. Voilà la question de Jean-Luc. Alors, en effet, c'est un tableau qui interroge beaucoup pour un certain nombre de raisons. Alors, sur le rapprochement qu'on peut faire avec le reste de la production de Grimoux, je trouve que c'est assez proche de ce qu'il a produit. Il a peint énorme. Alors c'est un portraitiste, c'est exclusivement un portraitiste, Alexis Grimoux. Il a réalisé énormément de portraits de buveurs et donc très souvent, vraiment même cadrage, habillé en négligé. Il y a vraiment énormément de portraits. Alors en termes d'iconographie, c'est du Grimoux tout craché. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été attribué à Grimoux quand le tableau a été récupéré en 1945. Ça, il n'y a vraiment aucun doute. Pareil au niveau de la facture, c'est une facture. Il y a quelque chose de chatoyant, les contrastes lumineux, l'influence de la peinture hollandaise et flamande du XVIIe. Tout ça, c'est vraiment très, très Grimoux. Notamment, je pense à un certain nombre de tableaux là, qui sont actuellement conservés au musée du Louvre. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas trop d'interrogation. Ce qui interroge plus, c'est est-ce qu'on représente, avant 1733, quelqu'un avec une bouteille de champagne. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est déjà très présent dans les habitudes de consommation et c'est peut-être plus là-dessus. Et c'est vrai que dans l'historiographie, dans les représentations du champagne, on parle toujours du déjeuner d'huîtres et du déjeuner de jambon. Donc 1735, Jean-François de Troyes, Nicolas Langret pour dire c'est la première fois qu'on voit des personnes consommer et apprécier du champagne. Donc là, ça voudrait dire qu'on est avant, qu'on est entre 1725 et 1733, ce qui est, voilà, ça serait beaucoup plus tôt finalement dans l'histoire du début du, voilà. Et ça a été peu étudié et peu mis en lumière jusqu'à présent. Donc je me suis rapprochée, alors il n'y a aujourd'hui pas de spécialiste d'Alexis Grimoux, mais je me suis rapprochée de conservateurs du Louvre et du conservateur du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg qui avait fait son mémoire sur Grimoux. C'est vrai qu'ils voilà, ça confirme ce que je vous ai dit, c'est que ça ressemble à du Grimoux, mais de là à dire, il n'y a rien dans les archives qui nous permettrait de dire qu'à un moment, il a reçu commande de ce portrait. Ah non, on n'a vraiment rien sur l'histoire. En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est un tableau qui a été vendu par une galerie française à un musée allemand juste au début de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où voilà, un certain nombre de personnes en France se sont enrichies, ont compris qu'il y avait intérêt à vendre. On pourrait peut-être faire un parallèle avec d'ailleurs l'économie du vin, mais là, on va parler que du marché de l'art aujourd'hui. Voilà, beaucoup de galeries ont compris qu'elles avaient intérêt à vendre à des particuliers allemands et à des musées allemands. C'est tout ce qu'on sait au sujet, parce que ça, par contre, on a des archives, on le sait, que ce tableau a été acquis par un musée allemand. Il a été gardé, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc l'administration française, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle se retrouve avec énormément de biens artistiques et patrimoniaux récupérés en Allemagne. Donc, certains de ces biens sont des biens spoliés, notamment à des familles juives, mais c'est pas que ça.
Hein. Les MNR, Musées Nationaux Récupération, c'est loin d'être que des biens spoliés. C'est finalement des biens, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Et parmi tous ces biens, l'administration française n'a pas tout conservé. Voilà. Elle en a conservé qu'une petite part qu'elle a confiée à la gestion des musées français. Et notamment, ce qui plaisait beaucoup à cette époque, c'était la peinture du XVIIIe siècle, évidemment. Elle avait énormément de, voilà, elle plaisait énormément. Donc, ce tableau non signé a été conservé et entré dans les, a été placé donc sous la responsabilité du musée du Louvre, qui, du fait de l'iconographie, l'a déposé à Épernay en 1960. Mais le tableau n'a pas été plus travaillé que ça, étudié que ça jusqu'à présent. Et on en est là aujourd'hui. Voilà. Mais c'est, enfin, oui, bien sûr, il y a quelque chose à creuser. Et en tout cas, c'est vraiment très proche de ce que fait Grimaud. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sélection et sur l'histoire de l'outil, l'origine, j'entends pas tout. Parce qu'il faut que je reformule la question pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Oui. Et est-ce que je vais voir ce que vous faites pour comprendre et chercher les origines des outils, comment se comportent. D'accord. Je vais reformuler la question pour nos auditeurs. Donc, ce monsieur nous dit, voilà, il y a de plus en plus une approche parcellaire dans la culture sur nos coteaux. Or, à chaque parcelle correspond un nom de lieu-dit. Y a-t-il une recherche qui nous permette d'identifier les origines des noms de ces lieux-dits? Je ne me serais pas permis, Jean-Luc. Non, alors c'est vrai qu'en effet, de la part des vignerons et des maisons, il y a ce souhait de travailler sur le parcellaire depuis quelques années. Alors, concernant la recherche qui peut être menée sur tout ce qui est toponymie, origine du nom des lieux-dits, il y a pas mal d'initiatives en ce moment. Je laisserai peut-être compléter. Je ne sais pas si Jean-Luc, Aurélie, vous aurez d'autres, ou Brigitte, vous aurez d'autres références à donner. Mais il y a tout un travail de cartographie qui est mené à l'heure actuelle pour justement mettre en avant les lieux-dits et pouvoir reconstituer ce parcellaire sur des cartes viticoles. Et il y a également un très bel ouvrage qui va sortir prochainement, qui va répertorier et cartographier les climats. C'est vous, Jean-Luc, qui me perturbez. Les parcelles, les lieux-dits de tous les crus, de toutes les communes de l'appellation Champagne. Voilà, j'ai rencontré l'auteur de cet ouvrage il y a peu de temps à Wine Paris et je pense que ça apportera beaucoup. Alors, il y a une autre question dans la salle. Alors, je peux vous demander de parler plus fort pour que je restitue. Donc, il y a une... Donc voilà, il y a une recherche en cours, c'est déjà fait par Michel Tamine, qui était de l'Université de Reims. Et donc, cette dame répond et précise la réponse à la question sur le nom des lieux-dits des parcelles. Voilà. Et donc, la vice-présidente de la mission précise. Wow. Ça date déjà. Alors, attendez, parce que oui. ça me
S'il vous plaît. On va essayer de reprendre parce On que va essayer de les personnes synthétiser parce que qui suivent en ligne, c'est un peu compliqué si on lance un débat dans la salle. Donc, Séverine Couvard, qui est vice-présidente de la mission, signalait deux choses. D'une part, que Philippe Tourtebat, qui est membre du conseil scientifique, lui aussi a entamé un inventaire en fait des toponymes. Et Jean-Luc Barbier va dans le sens de est-ce que les collectivités, les mairies, etc., peuvent se réunir. Et, il y a déjà eu un travail scientifique qui a été fait, voilà, mais qui commence déjà à dater. Le travail universitaire, il a déjà été mené il y a pas mal d'années. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous donner vos prochains rendez-vous. Mais je voudrais commencer parce qu'on a passé par remercier Laure. Parce qu'en fait, Laure ne nous a pas fait seulement, avec beaucoup d'érudition, fait visiter ce musée. Laure s'est fait le porte-parole de comment est-ce qu'on construit une candidature et quels sont les enjeux qui arrivent après. Et donc, sa conférence dépasse le cadre du musée, du dedans et de l'écrin, pour pouvoir expliquer à tous ce que c'est que la valeur universelle exceptionnelle, quels sont nos engagements, etc. Donc, merci pour cette distance et d'avoir fait le parallèle avec d'autres sites et d'autres idées de médiation. Donc, un grand merci. Alors, je vais remercier Laure aussi parce que nous sommes invités le 25 mai de nouveau au musée. Donc, et là, cette fois-ci, nous sommes invités dans le cadre des conférences du 13 pour une conférence qui sera donnée par Benoît Musset sur l'histoire environnementale du vignoble de Champagne des années 1650 aux années 1830. Donc, cette conférence sera en présentiel et en ligne, comme on vient de faire aujourd'hui. Elle rentre dans le cadre de ces journées particulières qui sont celles de la biodiversité et donc qui nous thématisent en fait notre cycle de conférences avec deux périodes particulières sur le développement durable et l'environnement, mai avec la biodiversité et octobre sur la journée du développement durable. Et puis, j'ai un autre rendez-vous à vous donner qui est de nous rejoindre un peu plus au sud d'Épernay, dans la Côte des Blancs, à Vertu-Blanc-Coteau, pour la 6e marche des réconciliations, et donc qui aura lieu le 25 juin prochain. Enfin, si vous êtes intéressé, vous avez pu prendre les QR codes pour revoir les conférences. Je vous remets le QR code du cycle de conférences. Et puis, vous pouvez nous rejoindre comme ambassadeur, comme bénévole ou comme mécène. Si ces conférences en ligne existent, c'est parce que nous avons l'abonnement Zoom qui va bien. Donc, vous pouvez aussi contribuer à l'enrichissement des collections, par exemple en nous permettant de retransmettre jusqu'au bout de la zone d'engagement ou même au-delà. Donc, un grand merci pour votre présence ici localement et un grand merci à nos éditeurs en ligne pour leur présence. Et donc, à très bientôt, puisque le 25 mai, ça va arriver très tôt. Et donc là, on parlera et d'histoire et d'environnement.